Merci encore une fois de plus de renouveler votre confiance dans cette émission Le Point qui reçoit ce soir Serge Kadima qui est cadre du PPRD parti cher à Joseph Kabila. Serge Kadima, c'est la deuxième fois que vous passez dans cette émission. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et comment va le PPRD? Le PPRD se porte très bien. Très bien. Très bien. Vous en êtes sûr? Très sûr. En difficulté? Le PPRD un peu confus? Le PPRD se porte très bien. Surtout que le vendredi passé, on a pris notre café politique. Donc le PPRD se porte très bien parce que l'actuel secrétaire général se déploie pour que nous puissions remonter encore la côte et consolider notre position de première force politique. Donc, alors vous me parlez de vendredi alors que nous sommes mardi. Comment se porte le PPRD aujourd'hui, mardi 15 septembre? Avant de venir sur cette émission, j'étais au parti où il y a plus de 2000 personnes qui sont venues aujourd'hui acheter leur carte de membre. Donc c'est pour montrer davantage que le PPRD grandit tous les jours. Ok. Alors, quelle réaction ou quel commentaire faites-vous par rapport à la lettre adressée au chef d'État, qui est la troisième lettre adressée au chef d'État par le groupe de 7 partis membres de la majorité présidentielle? D'abord, j'aimerais vous dire que lorsque vous passez en revue tous les pays africains, et vous allez vous rendre compte que dans tous ces pays-là, il n'y a pas de G7. Donc, je pense tout simplement que c'est une éloquente expression de la démocratie. Donc, tous ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas de démocratie en République démocratique du Congo, je pense qu'ils ont au moins un exemple, ils ont au moins un cas éloquent, qui est celui-là. Mais tout simplement, il y a quand même aussi des réserves. Donc, le membre du groupe de 7, ils sont 7 dans une famille politique de plus de 150 partis politiques. Vous voyez que ce n'est pas une majorité au sein de la majorité, mais ils se sont exprimés. Mais lorsque nous regardons quand même sous l'autre cieux, les hommes d'État, lorsque... Mais ces groupes de 7 personnes sont quand même des personnalités politiques qui pèsent autant que la plupart de partis, autant que plusieurs partis politiques. Non, madame, tout ce que moi je veux dire que c'est la démocratie. Ils se sont exprimés, c'est un droit, ils ont exprimé leurs droits. Je pense que c'est la démocratie et nous devons respecter leur point de vue. Alors, que pensez-vous à ceux que répondez-vous à ceux qui pensent qu'ils devaient en principe démissionner du gouvernement pour ceux qui en font partie? Mais c'est aussi la démocratie. Démissionner du gouvernement ou démissionner de la majorité. Madame, c'est leur droit de penser, tout simplement, parce que lorsque vous êtes dans une famille politique, vous partagez beaucoup de principes, vous partagez une même idéologie, et lorsque vous estimez qu'il y a des choses qui ne vous arrangent pas dans cette famille politique, je pense que la moindre des choses, c'est de se retirer, que de commencer à faire des déclarations, à écrire des lettres. Lorsque vous écrivez une lettre, par exemple, au président de la République, avant que la lettre ne lui parvienne, on lit ça déjà dans la presse. Donc, on montre ses intentions. Ou alors, on dit carrément qu'on a déjà traversé la rue et les gens tirent des conséquences. Bon, de toute façon, madame, il n'est pas ici question d'entrer dans le fond. Alors, vous pensez que c'est une forme de trahison, c'est ça? Bon, c'est pas à moi de dire que c'est une trahison, mais il y a une réunion qui est programmée pour demain mercredi où les membres du bureau politique pourront, je pense, statuer là-dessus. Je pense que pour le moment, c'est limite au fait que les gens se sont exprimés. Kabila Joseph, président de la République, s'est investi, il a sacrifié sa jeunesse pour que nous puissions aujourd'hui avoir la démocratie effective dans notre pays. Et c'est le cas aujourd'hui, les gens s'expriment grâce au fruit de ces sacrifices. On va dire comme ça que la réunion de demain va réunir tout le monde, y compris ces 7 partis. Les 7 partis qui sont... Jusqu'à preuve du contraire, ils sont membres de la majorité présidentielle et d'autres membres sont membres du gouvernement. Ils sont encore au gouvernement. Je ne sais pas, ceux qui reprochent au gouvernement, mais ils font partie de ces gouvernements. Les gouvernements se réunissent régulièrement. Les gouvernements décident... Il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Lorsqu'il est question de discuter sur les moyens, sur les allocations, les membres du gouvernement qui sont là, ils doivent plaider en faveur des moyens pour l'organisation des élections. Mais ils n'ont pas pu le faire au sein des institutions. Ils vont le faire dans la presse. Je pense tout simplement qu'il faut tirer des conséquences. Les conséquences seront tirées des mains par les membres du bureau politique. Mais il faut dire que cette lettre est la troisième. Ils ont peut-être l'impression de ne pas être entendus par le chef de l'État. Alors, que pensez-vous? Vous pensez comme eux, parce que vous parlez au nom du PPRD, que le glissement est une action suicidaire? Non, je pense tout simplement que le glissement, c'est un procès d'intention.
Même cette lettre, Mais je peux la considérer comme une sommation. Mais puisque nous sommes déjà en train de glisser, vous êtes quand même d'accord que nous sommes déjà en train de glisser? Madame, je sais que le président de la République, Joseph Kabila, a prêté serment pour un mandat de 5 ans qui lui a été donné, confié par les peuples congolais. Okay. Vous n'allez pas écourter les mandats, la Constitution vous interdit, et la Constitution interdit aussi aux membres du groupe de 7 d'écourter les mandats du président Kabila. Le président Kabila a été élu pour un mandat de 5 ans, qu'on laisse les 5 ans s'épuiser, et puis nous verrons la suite. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de glissement. Aujourd'hui, ce ne sont que des procès d'intention, madame. Et je peux aujourd'hui considérer cette lettre-là comme une sommation des procès d'intention, et je pense que ce n'est pas important qu'on puisse discuter pendant longtemps sur les procès d'intention. Mais une stratégie de glissement est mise en place quand même par cette famille politique. Mais je pense que le groupe de 7 sont membres du bureau politique, ils sont membres de la majorité présidentielle. Au lieu d'écrire des lettres, envoyer ça dans la presse, ils devraient normalement expliquer cette stratégie qui consiste à consacrer les glissements. Ils ont fait des déclarations, ils ont écrit, mais ils n'arrivent pas à montrer. Les peuples congolais, je pense que le peuple a besoin d'une cohérence. Le peuple veut qu'aujourd'hui, on démontre que voilà, nous avons été dans telle réunion de la majorité parce que nous sommes membres, et voilà ce qu'on propose comme stratégie pour les glissements. Mais nous sommes contre cela. Ils n'ont pas fait cela. Ils ont écrit des lettres, ils ont fait des déclarations. Mais je pense tout simplement qu'il faut démontrer comment on applique ces stratégies pour arriver au glissement. Je vais vous dire, madame, toutes ces personnalités qui se sont prononcées à travers cette lettre-là, ils ont des députés provinciaux qui ont largement dépassé la période, sinon les délais constitutionnels, les députés provinciaux, qui ont dépassé largement... Qui ont glissé. Qui ont largement dépassé les délais constitutionnels. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé à leurs députés de démissionner des assemblées provinciales? Mais comment laisser les 5 ans qui ne restent plus que quelques mois, à peine un an, alors que ce que vous appelez les procès d'intention se font sentir déjà dans les manœuvres que font la famille politique du chef d'État pour que ce dernier puisse briguer un 3e mandat. Madame, je ne sais pas si vous pouvez nous aider en tant que journaliste. Je ne sais pas si vous avez pu faire des investigations et avoir des éléments, des convictions qui prouvent que la majorité présidentielle est en train de faire des manœuvres pour arriver au glissement. Ce n'est pas donnez-nous les faits, donnez-nous les éléments, et sur base de ça, je vais me prononcer. Et alors, la réunion qui va se tenir demain, ça sera basé sur la déclaration du groupe de 7 ou sur la mobilisation qu'a fait aujourd'hui les opposants qui ont inauguré une série d'actions pour barrer la route au 3e mandat du chef de l'État, ou encore au désistement, à la détractation de l'UDPS quant à ce qui concerne le dialogue. Bon, la majorité présidentielle est une plateforme politique qui se réunit régulièrement. Et je pense qu'un groupe, sinon une formation politique de plus de 150 partis, peut se réunir tout simplement parce qu'il y a eu 5 ou 6 personnes qui se sont prononcées sur l'actualité. Non, la majorité présidentielle se réunit généralement autour de son secrétaire général, le président Robert Minakou, ou bien autour de l'initiateur, le président Kabila, pour réfléchir sur les questions qui concernent les peuples congolais et notre pays. Donc, si, entre autres, il y a aussi de points d'actualité qui ont marqué l'actualité, je pense qu'on peut ramasser ça rapidement, mais l'essentiel ici, c'est l'éveil quotidien de la population et nous réfléchissons dans ce sens-là. Alors, on a comme l'impression, on vous entend parler que vous voilez la face, vous ne voulez pas faire face aux signes de temps. Mais je vous ai posé... Puisque le tout arrive au même moment. Notamment ? Je viens de vous citer la rétractation de l'UDPS, l'inauguration d'une série d'actions que va mener l'opposition en ce qui concerne un éventuel mandat, 3e mandat de Joseph Kabila, mais aussi au sein même de la majorité présidentielle, il y a eu ce groupe de 7 dont nous faisons allusion qui exige le respect de la Constitution. Madame, vous posez 3 problèmes. Vous posez les problèmes. C'est quand même le signe de temps que vous voulez pas. Madame, vous posez 3 problèmes que je vais répondre ici. La première question, c'est en rapport avec la position de l'UDPS. Le secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Mova, il a signé un communiqué hier, qui a été publié d'ailleurs, où il disait que le PPRD prenait connaissance du communiqué officiel de l'UDPS. Le PPRD prenait acte. Il a rappelé que c'est vrai que le délégué
du PPRD ont pris part aux travaux des pré-dialogues avec l'UDPS en Italie comme en Espagne, mais c'était pour en fait définir les buts du dialogue, évidemment les formats, les modalités pratiques par rapport à l'organisation du dialogue, les thématiques également, et aussi l'ordre du jour. Donc, on a évolué. C'était, je vais ici vous rappeler, que c'était l'UDPS qui avait demandé les dialogues. C'est les opposants qui ont demandé les dialogues. Le président de la République, qui est le garant de la nation, qui est le président de plus de 70 millions de Congolais, il a compris la voix de l'opposition, qui voulait, après l'organisation des concertations nationales, qu'on organise un dialogue au cours duquel on devait se dire des vérités et évidemment regarder dans la bonne direction pour que nous puissions avoir un processus électoral apaisé au standard international. Oh, ça a été fait. Le président de la République, il a écouté, il a initié les consultations nationales. Aux consultations nationales, il a consulté toutes les couches sociopolitiques de la nation. Et les conclusions de ces consultations font état qu'il faut absolument organiser un dialogue avant l'organisation des élections. Nous sommes allés au dialogue. Nous sommes aujourd'hui surpris. Nous sommes surpris que nos compatriotes de l'UDPS, dans leur technique de négociation, est suspendue, sinon arrêter la suspension, leur participation au dialogue. Nous considérons que dans les jours qui viennent, ou bien dans les heures qui viennent, ils vont revenir à la table de négociation, ou bien ils prendront part au dialogue, parce que le dialogue est une vertu. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre aller aux élections sans dialoguer, nous dire des vérités en face, au regard de certains obstacles. On va dire comme ça que vous aviez tablé votre espoir sur l'UDPS qui s'est maintenant retracté. On va dire comme ça que l'espoir s'est envolé en ce qui concerne le dialogue. Je vous ai dit ici que le président de la République a consulté toutes les couches sociopolitiques. Il a consulté la majorité des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité. Mais vous, il a consulté la société civile. Mais vous avez mis foi à l'UDPS, en l'UDPS, et maintenant qu'elle s'est retractée. Là, vous vous prononcez comme porte-parole de la majorité ou bien du PPRD. Moi, je vous donne notre point de vue. Notre point de vue est qu'on a consulté tout le monde. L'UDPS s'est montré favorable au dialogue et le président de la République, comme il veut écouter tout le monde, il pense que tout le monde peut apporter une initiative et il a envoyé des gens discuter avec l'UDPS et aujourd'hui nous considérons que nous étions d'abord avec l'UDPS mis d'accord sur beaucoup de points concernant les dialogues. S'il se rétracte aujourd'hui, mais moi je considère tout simplement, je continue à croire en l'esprit d'ouverture de l'UDPS, de personnalité de l'UDPS qui vont nous rejoindre et nous allons continuer à dialoguer pour que nous puissions garder les caps par rapport à la stabilité des institutions et nous puissions continuer à consolider la paix dans notre pays. Mais comment vont-ils vous rejoindre alors que Félix Tshisekedi se dit déçu par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle quant à la révision du calendrier électoral? Mais madame, par rapport à l'UDPS, il y a des positions. J'ai suivi M. Félix Tshisekedi, j'ai suivi également le secrétaire général de l'UDPS qui dit qu'ils ne se sont pas retirés complètement. Ils sont retirés parce qu'ils voulaient voir clair. Et nous considérons, s'ils se sont retirés parce qu'ils voulaient voir clair, je considère qu'ils vont encore nous rejoindre. Voir clair, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle reviendra à sa décision. Non, madame, je pense que la Cour constitutionnelle a aussi pour mission de protéger la Constitution. La Cour constitutionnelle a été saisie par l'organe indépendant habilité à organiser les élections par rapport aux élections de gouverneurs. Madame, les députés provinciaux sont élus pour un mandat de 5 ans. Et les députés provinciaux à leur tour élisent les gouverneurs pour un mandat de 5 ans. Dans les cas d'espèce, les députés provinciaux ont largement dépassé la période de leur légitimité et la CENI a programmé les élections des députés provinciaux pour le mois de janvier si ma mémoire ne me trahit pas. Aujourd'hui, doit-on, au regard de la Constitution, au regard de la loi de la programmation, organiser les élections de gouverneurs qui seront élus pour un mandat de combien de temps? C'est anticonstitutionnel. La CENI, qui est l'organe habilité à organiser les élections, s'est trouvée face à un dilemme et a consulté la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne peut pas torpiller la Constitution parce que cette Cour doit protéger la Constitution et s'est prononcée. Aujourd'hui, tout ce que moi je veux de mes compatriotes, je pense que les compatriotes doivent nous dire que la Cour constitutionnelle a tort, même s'ils n'ont pas le droit de le dire, mais qui nous propose d'abord la formule la plus simple qui ne peut pas énerver la Constitution quant à cela. Ils ne le font pas. On va dire comme ça que l'UNC de Vital Kamerhe avait vu juste quant au refus de dialogue?
par rapport à ce qui se passe actuellement? Non, bon, on n'a pas encore organisé le dialogue. On ne sait pas dire que l'UNC avait vu juste, mais je pense tout simplement qu'il y a certains compatriotes qui ont besoin de voir le bain de sang. Et on n'en a pas besoin. On a beaucoup évolué. C'est vrai qu'on a nos divergences aujourd'hui. On a nos divergences politiques. On a aujourd'hui nos calculs qui ne sont pas identiques ou bien qui ne vont pas dans la même direction. Mais nous avons en commun la patrie. Je pense que parce que nous avons en commun la patrie, nous devons nous préoccuper de nos compatriotes qui sont épris de la paix, qui veulent la paix à tout prix. Ce que nous avons vécu dans ces pays pendant une ou deux décennies, on ne veut plus les revivre. Nous voulons, ce que le président Joseph Kabila a toujours dit, un processus électoral apaisé. Madame, nous voulons qu'on organise des élections et qu'après les élections, nous puissions vivre dans la quiétude. Que nous soyons en mesure de nous promener, de nous déplacer, aller à l'Est sans problème, aller à l'Ouest sans problème, rester à Kinshasa vivre sans problème et nous côtoyer sans problème. Alors pour arriver à cela, nous devons nous dire des vérités entre... Il faut absolument passer par le dialogue. Il faut absolument parler du dialogue. Pourquoi, madame? Il y a des approches qui se diffèrent par rapport à l'organisation des élections. Nous voulons tous qu'on tienne des élections. C'est une bonne chose. Cela vient consolider la démocratie. Mais il y a des gens qui pensent qu'il faut commencer par les élections locales. Et d'autres qui pensent qu'il faut commencer par les élections présidentielles et de la députation nationale. Vous voyez que par rapport à ces approches, comment réconcilier ces approches? Il y a les calendriers de la CENI. L'opposition n'a pas tort de dire que le calendrier de la CENI est étouffant. Oui, mais ils ont raison. Mais comment procéder pour que la CENI puisse revoir les choses, apaiser les choses? Comment faire s'il n'y a pas les dialogues, si les Congolais ne se mettent pas ensemble? Mais justement, en quoi les résolutions, si jamais ce dialogue se tient, en quoi les résolutions de ce dialogue sera différentes de résolutions de concertation nationale? Non, mais c'est comme ça que, vous savez, une réunion, un dialogue, un forum ne s'improvise pas, il se prépare. C'est comme ça que le président Joseph Kabila avait initié les consultations. Vous voulez dire par là que les concertations nationales, c'était une improvisation? Non, je suis en train de vouloir vous dire que l'objectif des concertations nationales n'est pas le même que l'objectif ou bien les buts de dialogue. Les concertations nationales avaient pour objectif de réfléchir comment accélérer le développement de notre pays, comment mettre fin à la guerre de l'Est, comment consolider les acquis de la stabilité dans notre pays. Et je pense qu'après les concertations nationales, on a mis fin à la guerre du M23. Après les consultations nationales, il y a un mécanisme de suivi de ces résolutions, même si ce n'est pas exécuté à 100%, mais au moins nous sommes en train d'exécuter. Après les consultations nationales, on va demander qu'on mette en place un gouvernement de cohésion nationale. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne les dialogues, c'est pour l'organisation d'un processus électoral apaisé au standard international. Donc, si aujourd'hui, nous voulons tous, tout le monde veut les élections. Malgré nos divergences, nous voulons tous aller aux élections. Malgré nos divergences politiques, que nous soyons de l'opposition, de la majorité et même nos compatriotes de la société civile veulent qu'on organise des élections. Mais il faut qu'on organise des bonnes élections et dans les bonnes conditions pour des résultats qui ne feront pas des problèmes. Alors, ce qui exige absolument le dialogue d'après vous. C'est clair. Alors, si jamais le dialogue ne se tenait pas, l'avenir sera incertain. Moi, je suis optimiste et j'adhère dans l'idée du communiqué qui a été signé par le secrétaire général Henri Mova, que toutes les structures politiques doivent adhérer à l'idée de dialoguer. Et nous devons dialoguer, nous allons dialoguer, nous allons soutenir les dialogues. Prenons l'hypothèse que le dialogue ne se tienne pas. C'est une hypothèse nulle, madame. On sait tous que l'avenir sera incertain. Mais alors, en ce moment-là... C'est une hypothèse nulle. Et parce que c'est une hypothèse nulle, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je suis convaincu qu'il y aura les dialogues. En ce moment-là, comment faire pour résoudre les difficultés en rapport avec les élections? Je n'ai jamais pensé à... Parce qu'on vous entend parler, une bonne issue en ce qui concerne l'organisation de l'élection provient du dialogue. Et c'est ça. Et si jamais le dialogue ne se tenait pas, comment résoudre ces difficultés en rapport avec les élections? Madame, toutes les couches sociopolitiques qui ont été associées aux consultations du président de la République ont souhaité les dialogues. Et parce que c'est ça la volonté du peuple congolais, et c'est ça la volonté de la majorité des Congolais, nous allons dialoguer. Et à ce stade, je n'ai jamais pensé à cette hypothèse qui est nulle. Parce que cette hypothèse, elle est nulle. Nous allons dialoguer, nous irons dialogue, et c'est sage. Ben voilà. Alors moi, j'ai reçu Félix Tshisekedi sur ce plateau qui parlait du dialogue, mais à une seule condition, que cela se passe avant le mois de septembre. Alors, aujourd'hui, si jamais on arrivait
au 27, après le 27 novembre 2016, si jamais il y a pas d'élection présidentielle, qu'adviendra-t-il en ce moment-là? Bon, je respecte la position de M. Félix Tshisekedi, mais je veux dire ici que nous sommes dans un pays où nous avons plus de 300 partis politiques. Ça, c'est les points de vue de l'UDPS. C'est vrai que l'UDPS est la fille aînée de l'opposition. Mais ça, c'est la position de M. Félix Tshisekedi. Il faut réconcilier les points de vue de tout le monde, de toutes les formations politiques. Je pense qu'à ce stade, nous devons rapidement mettre de l'eau dans nos verres pour que nous puissions harmoniser nos vues, avoir un même entendement sur le processus électoral pour qu'il n'y ait pas de problème. Moi, je ne veux pas aujourd'hui passer sur Biwan et me comporter comme un prophète des malheurs. Je pense que j'ai l'obligation de rappeler tous mes frères et sœurs, tous mes compatriotes, à comprendre que le dialogue est une vertu et le dialogue peut nous amener à un processus électoral apaisé, comme ça se passe dans tout le monde. Alors, c'est vrai que les uns et les autres n'ont pas voulu écouter Nemwanda Semi lorsqu'il a parlé de la transition, d'une transition de 3 ans. Mais à observer les choses, comment ça se passe, on se rend compte qu'on avance vers une transition. Alors, en ce moment-là, qu'adviendra-t-il de la Constitution? Est-ce qu'il faudra... on envisage déjà reviser cette constitution puisqu'on avance tout droit vers le mur? Non, je pense qu'il n'y a que les personnes qui envisagent la transition ou qui envisagent les glissements qui peuvent se prononcer à l'aise sur cette question-là. Moi, je pense aujourd'hui, je pense au dialogue pour que les filles et les fils de ces pays se mettent autour d'une table pour voir les réalités en face, la constitution, les moyens que dispose votre gouvernement et les techniciens de la CENI pour qu'on sache qu'est-ce qui est faisable et que nous puissions tous consentir sur un calendrier globalisant pour que nous puissions avoir des élections. Moi, je ne pense pas en termes de transition, moi, je ne pense pas en termes de glissement, je pense plutôt en termes de dialogue parce que, quel que soit ce que les autres peuvent proposer, ce que Nemwanda m'a proposé, c'est son point de vue. Il pouvait apporter ça au dialogue. On pouvait ou ne pas accepter ça au dialogue. C'était son point de vue, qui n'est pas le point de vue de M. Kadima Serge, qui n'est pas le point de vue du PPRD. C'est son point de vue. Nous sommes en démocratie, de la même manière qu'ils doivent respecter mon point de vue, c'est de la même manière que je respecte ces points de vue-là par rapport à la transition. Mais ce qui est très intéressant, très important maintenant, c'est que nous puissions nous dire des vérités. La vérité, c'est quoi? Il y a l'enrôlement des nouveaux majeurs. Aujourd'hui, dans l'opposition, il y a des nouveaux majeurs. Dans la majorité, il y a des nouveaux majeurs. Dans la société civile, il y a des nouveaux majeurs. Nous devons satisfaire tout le monde. Comment on va procéder? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas établi que si on enrôlait les nouveaux majeurs, c'est en faveur de l'opposition ou bien en faveur de la majorité. Non, c'est en faveur du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui aura gagné. Parce qu'il y a des nouveaux majeurs dans toutes les familles. Il y a le problème de la sécurisation des élections. Il y a les problèmes du fichier électoral. Il y a beaucoup de problèmes, notamment les problèmes des moyens. Quand on prend le calendrier tel que publié par la CENI, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous devons nous en tenir à ce que la CENI nous demande de faire, parce que c'est la CENI qui est l'organe indépendant habilité à organiser les élections. Mais voilà, vous êtes vraiment assoiffé de parler des élections, on va parler des élections. Je parlais tout à l'heure de 30 ONG qui se disent que la Cour constitutionnelle ne devrait pas en principe réagir à la requête de la CENI parce que aucun article dans la Constitution ne lui en donne le mandat. Alors vous êtes quand même d'accord que la CENI est parmi les organes qui ne sont pas habilités qui ne sont pas habilités à s'adresser à elle. Elle est parmi les organes qui ne sont pas habilités à s'adresser à elle. Bon, j'aurais voulu que ces ONG donnent la solution au problème. Ils font partie de la société civile, hein, oui, ils ne sont pas des opposants. Je pense que la société civile devrait donner la solution au problème qu'avait connu la CENI. Parce que la CENI n'est pas partie consulter la Cour constitutionnelle par plaisir, mais parce qu'il y avait un problème réel qui s'est posé. Alors si aujourd'hui, ou bien ces ONG... Est-ce que on est obligé de respecter la Constitution ou de réagir par rapport à l'état d'urgence? Bon, je ne sais pas. Hein, Quelle est la meilleure façon de faire? Je pense que... Mais la meilleure façon, je vous ai dit, c'est de dialoguer. Respecter la Constitution, alors qu'aucun article dans la Constitution ne donne le droit à la Cour constitutionnelle de répondre, de réagir à la requête de la CENI. Madame, il y a la Cour constitutionnelle qui est habilitée aujourd'hui
dans une certaine mesure, à protéger la Constitution. Il y a l'organe indépendant qui se trouve être la CENI, qui est chargé d'organiser les élections. Mais cet organe se trouve devant un problème. Organiser les élections des gouverneurs avec des députés provinciaux qui vont quitter, pour la plupart, dans 2 ou 3 mois. Et les gouverneurs, ils seront élus pour un mandat de combien de temps? La Constitution ne prévoit pas l'organisation des élections des gouverneurs pour 2 mois, ou pour 3 mois, ou pour 5 mois. Mais la Constitution, elle est claire là-dessus. La Constitution dispose que les gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Alors, ça, c'était un dilemme. La CENI ne peut pas s'adresser aux politiques. La CENI ne peut pas demander l'avis de M. Kadima. La CENI ne peut pas demander l'avis de la société civile. Elle ne peut que s'adresser à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle se prononce là-dessus, étant donné que c'est elle qui protège la Constitution. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle, ayant examiné la Constitution, et également ils ont pris les réalités en considération, ils se sont prononcés. Et je pense tout simplement que si nos compatriotes estiment qu'ils sont plus intelligents que la CENI et qu'ils ont des propositions à faire par rapport à ces problèmes, ils n'ont qu'à nous proposer leurs solutions, leurs recettes, et je pense qu'en démocrate, nous allons nous incliner. Mais il ne s'agit pas de vous, il s'agit de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Non, l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle nous concerne tous. Cette Cour constitutionnelle qui demande à la CENI de réorganiser son calendrier électoral, il ne s'agit pas seulement des élections de gouverneurs, mais de toutes les élections. Est-ce que vous êtes sûr que la CENI sera à mesure d'organiser toutes les élections en une année? Madame, je pense que moi je peux donner mon point de vue. Mais qu'est-ce que mon point de vue... Vous ne donnez pas votre point de vue, vous parlez au nom du PPRD. Même si, nous sommes dans un pays où nous avons plus de 400 partis politiques. Je peux vous donner le point de vue du PPRD là-dessus. Okay. Le point de vue du PPRD est que nous devons respecter les institutions de la République. La Cour constitutionnelle, c'est une institution de la République. Nous devons respecter cette institution et respecter également les actes que cette institution pose. C'est ça le point de vue du PPRD. Respecter les institutions de la République, respecter également les actes qui sont posés par ces institutions. Ma question est celle-ci. Est-ce que la CENI sera à mesure d'organiser toutes les élections en une année? Mais je pense que c'est une bonne question, mais qui est adressée à la CENI. Parce que la CENI dispose d'un tableau de bord plus large que le mien. La CENI a des techniciens. Vous êtes en tant que politicien un observateur averti. En tant qu'acteur politique, je ne peux pas me prononcer comme ça parce que je n'ai pas des éléments de terrain. La CENI a des éléments de terrain. La CENI a la situation, même de chez moi là-bas, dans le Kasaï profond. La CENI a la situation du Congo profond. La CENI connaît ce qu'elle dispose dans la caisse. La CENI a des éléments techniques. Il n'y a que la CENI qui peut nous dire si oui ou non, elle peut organiser toutes les élections dans une année. Moi, je ne sais pas vous les dire, parce que je n'ai pas des éléments en face de moi. Mais vous pouvez quand même constater... C'est une matière purement technique, madame. Vous pouvez quand même constater le retard qu'a accumulé la CENI. Cela ne permettra quand même pas à ce qu'elle puisse procéder à l'enrôlement de nouveaux majeurs. Je pense que... Moi, ça c'est maintenant mon point de vue, ce n'est pas le point de vue de mon parti. Je pense que l'enrôlement des nouveaux majeurs, des anciens mineurs, est très important. Est très important parce que, madame, je vais vous dire une chose. Supposons qu'aujourd'hui, les acteurs politiques que nous sommes, refusons qu'on n'enrôle pas les nouveaux majeurs. Et après l'organisation des élections, les nouveaux majeurs vont saisir la Cour constitutionnelle. Ils font une pétition de plus de 100 000 signatures. Parce qu'ils sont estimés aujourd'hui à plus de 5 millions. Ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour dire qu'ils avaient droit et que la Constitution leur donne les droits de voter et que la Cour constitutionnelle annule les élections. Qu'est-ce qui va se passer dans ces pays? Ce sont des problèmes qu'on doit prévoir dès maintenant. Nous devons parler de cela parce qu'ils sont en droit de saisir aussi la Cour constitutionnelle au moment opportun, si jamais ils sont exclus, parce que la Constitution leur donne les droits. Et la Cour constitutionnelle qui est habilitée à protéger la Constitution, je pense qu'elle ne fera pas le contraire que de faire la volonté de ces nouveaux majeurs. C'est comme ça que nous disons, entre autres. Il y a la loi électorale qui exclut dans une certaine mesure l'enrôlement des nouveaux majeurs. Alors, parce que c'est une loi, pourquoi ne pas en parler? Et on peut en parler où? Pas chez moi à la maison. C'est pas dans un restaurant. C'est autour d'une table. C'est dans un dialogue entre Congolais. Nous nous disons des vérités. Nous disons, voici, il y a des risques que nous allons courir si on organise les élections avec les éléments tels que présentés actuellement. Il faut aujourd'hui intégrer
analyser les problèmes qui peuvent émailler la suite des élections qui seront organisées bientôt par la CENI. Alors, puisque vous parlez de loi, on va directement au Parlement, d'où la rentrée s'est effectuée aujourd'hui même. Alors, pour cette session de septembre, les élus nationaux vont tabler sur le budget, notamment sur le financement des élections, n'est-ce pas? Oui. Alors, à quoi ça sert de parler des chiffres alors que les décaissements ne se fera pas? Non, bon, il ne faut pas dire que le décaissement ne se fera pas. On attend le Premier ministre, il pourra se prononcer là-dessus, il pourra donner son point de vue. Vous dites que le décaissement ne se fera pas, mais vous avez vu, on a inauguré des bâtiments. Les fonctionnaires sont payés. Nous parlons des élections, M. Kadima. Pour les élections. Non, mais si vous... Je pense que la CENI est l'organe technique. Elle s'occupe de tout ce qui est technique dans l'organisation des élections. Nous parlons du financement des élections dont doivent tabler, ça sera la matière dont doivent se focaliser les élus nationaux en cette session de septembre. Alors, ma question est celle de savoir pourquoi parler de chiffres? À quoi ça sert de parler de chiffres alors que le décaissement, si vous voulez, ne se réalisera peut-être pas? Madame, est-ce que la CENI s'est plaint pour dire que nous sommes arrivés à une échéance, on doit organiser les élections et le gouvernement a dit que c'était prévu, on ne vous donne pas. Ce n'est pas le cas. C'est comme ça que je suis en train de vous expliquer que la CENI est l'organe technique. Elle fait la préparation technique. On va dire comme ça que la CENI ne s'est plaint pas du tout en ce qui concerne le financement des élections. Non, ça dépend. Et puis nous parlons aussi des financements des élections. Quelles élections? Je pense qu'on finance les élections ou bien un programme. Est-ce que la CENI a dit que pour l'exercice 2015, la loi des finances 2015 avait prévu autant pour la CENI et ces montants n'ont pas été décaissés? Je ne sais pas, vous êtes journaliste, vous avez fait des investigations. Si vous me dites que dans vos investigations, vous êtes arrivé à cette conclusion-là, je pense qu'il y a des questions quand même que nous devons nous poser et que nous devons poser au gouvernement. Et pourquoi, en ce moment, la Cour constitutionnelle demande au gouvernement de mettre des dispositions nécessaires financières pour à la CENI pour l'organisation des élections? Oui. S'il ne se posait aucun problème en ce qui concernait le finance. Madame, je ne sais pas si vous avez lu en entièreté l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans les calendriers de la CENI, on n'avait pas prévu les élections des gouverneurs dans la configuration actuelle, la configuration des 26 provinces. Mais parce qu'il y a la loi de programmation qui impose à la CENI d'organiser les élections des gouverneurs. Mais la CENI s'est trouvée devant un dilemme, devant un problème, et elle a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, pour résoudre définitivement cette question, la Cour constitutionnelle demande à la CENI d'inscrire dans son calendrier les élections de gouverneurs. Et c'est comme ça que la CENI, pour ce qui concerne la CENI, elle demande à la CENI de préparer ces élections et au gouvernement de préparer les moyens. C'est normal. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. La CENI doit organiser des élections, c'est-à-dire doit faire une préparation technique et les gouvernements doivent mettre le moyen pour que ces élections soient effectives. Mais que doit-on faire pour le déblocage de ces finances ? Parce que c'est ça le nœud du problème. Il n'y a pas les blocages. Aujourd'hui, votre gouvernement fournit des efforts pour mobiliser des recettes. Et on mobilise des recettes au prorata du potentiel fiscal et du potentiel budgétaire. Lorsque aujourd'hui, il y a des nouvelles donnes dans l'organisation des élections et que ce qui a été prévu par votre gouvernement ne correspond pas à la donne qui s'est ajoutée à la CENI, je pense que le gouvernement est en droit de voir les députés, parce que ce sont les députés qui se trouvent être les autorités budgétaires, pour qu'ils puissent faire des recommandations au gouvernement où est-ce qu'on peut trouver l'argent afin de financer ces élections. Alors, on va parler du découpage. Cette même Cour constitutionnelle demande à ce que la gestion de province soit confiée aux hauts fonctionnaires des provinces. On va dire à quoi ont servi finalement tous ces efforts. Non mais madame, je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir lu l'arrêté de la Cour constitutionnelle qui demande au gouvernement de confier la gestion des provinces aux hauts fonctionnaires. Mais je pense plutôt que ce sont des réflexions. Ce sont des réflexions que les gens font. Et moi, je pense que la nomination d'un haut fonctionnaire ou bien des personnels politiques, mais dès lors que ce sont des gens
qui ont des facultés intellectuelles, des gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'intelligence, des gens qui peuvent créer des richesses dans les nouvelles provinces créées, je ne vois pas de problème. Ça peut être un haut fonctionnaire, ça peut être un politique, ça peut être un technocrate, ça peut être, mais au moins que ça soit des gens qui ont des compétences et des qualités. Mais on dit que gouverner se prévoit. Est-ce que vous avez prévu toutes ces litanies de problèmes qu'engendre aujourd'hui le découpage territorial, notamment la perception des taxes et des impôts dans ces nouvelles provinces il y a un désordre qui s'organise. Est-ce que vous avez eu à prévoir cela avant ce découpage? Madame, lorsque vous parlez de la perception des taxes, dans ces pays, nous avons 3 régies financières. 3 régies financières chargées de percevoir les impôts, les taxes et les assises. Sur 11 provinces, n'est-ce pas? Sur 11 provinces. Je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, ce sont, pour certains, les districts qui sont devenus des provinces. Et dans ces districts, il y avait des entités décentralisées de ces régies financières. Aujourd'hui, lorsque vous partez, je prends un exemple, dans l'écologie, il y avait une agence de la DGDA. Il y avait une agence de la DGI, il y avait une agence de la DGRAD. Et ces gens seront transformés automatiquement en direction. Ces agences n'étaient pas autonomes jusque-là. Alors, maintenant que nous avons de nouvelles provinces, il se pose de problèmes réels sur terrain, de perception de taxes et des impôts. Que doit-on faire? Est-ce qu'on doit... Madame, vous posez une question, laissez-moi vous répondre. Même les directions provinciales, prenons le pays avec les 11 provinces. Même les directions provinciales, que ce soit de la DGI, que ce soit de la DGRAD, que ce soit de l'OFIDA, ces directions provinciales ne sont pas autonomes. Elles rendent des comptes à Kinshasa. Ils ont des DG ici à Kinshasa, pour les autres chargés des missions. Ils rendent des comptes à Kinshasa. Ça va de soi que maintenant que, par exemple, Kolosi sera dans une autre province, il va de soi que l'agence ou bien, je ne sais pas si c'est la sous-direction qui se trouve dans cette entité-là, rendra encore des comptes à Kinshasa. Et le découpage n'a pas de problème, pas une incidence majeure sur le fonctionnement de nos régies financières à travers. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez ouvert une boîte à Pandore? Bon, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Ça les engage. Et aux opposants qui demandent à ce que nous revenions aux 11 provinces? Non, mais écoutez, madame, ce qui se passe aujourd'hui, c'était la volonté des constituants qui étaient à Sun City. Mais pas dans la précipitation. C'est constitutionnel. Je ne sais pas ce que vous appelez précipitation. On a pris 12 ans pour ne pas rendre cette disposition constitutionnelle effective. Tout simplement parce qu'on est en train de nous préparer. Vous voulez me dire qu'une décision qui vient d'être exécutée 12 ans après, cela relève d'une précipitation? Parce que la Constitution... C'est-à-dire tout ce que nous constatons, c'est une préparation de 12 bonnes années. Vous me parlez là, les élections de gouverneurs qui n'aura peut-être pas lieu, ces désordres organisés dans les nouvelles provinces, c'est une organisation de 12 bonnes années. C'est ce que vous voulez nous faire entendre. Nous parlons de quoi? Vous m'avez posé une question par rapport aux recettes. Par rapport au découpage. Par rapport au découpage. Oui, mais je vous dis que par rapport au découpage... Vous avez dit que vous avez 12 ans pour y réfléchir et mettre en place les 26 nouvelles provinces. Madame, vous m'avez mal compris. J'ai dit que c'est une disposition constitutionnelle, décidée depuis Sun City par les constituants. Parce que vous parlez des précipitations. Je vous dis, cette disposition existait bel et bien dans la Constitution. Et les constitutionnels de notre pays est en train de voir cette disposition tous les jours. Et je pense qu'il y a quand même une réflexion qui a été faite quelque part. Et aujourd'hui, lorsqu'on rend effective cette disposition, 12 ans après, on ne peut pas parler de la précipitation. Si c'était une disposition inscrite dans la Constitution il y a 2 semaines et qu'aujourd'hui on veut la mettre en pratique ou bien on veut la mettre en place, là on peut parler de précipitation. Mais c'est une disposition qui existait depuis longtemps. Et je pense que nous avons aujourd'hui l'obligation de faire respecter ou bien de faire appliquer la Constitution dans toutes ses dispositions. Et c'est ce qui est en train d'être fait en ce qui concerne le découpage. Alors, vous pensez quand même qu'il y a lieu de revenir aux 11 provinces, parce qu'il y a aussi d'autres petits problèmes qui se posent. Il y a d'autres tribus qui ne veulent pas être à côté d'autres tribus. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, de manière objective, de revenir aux 11 provinces? Madame, nous avons une constitution qui nous contraint. La constitution veut qu'on passe des 11 provinces à 26. Il y a des personnes qui pensent que c'est une bonne chose.
C'est la démocratie. Il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas une bonne chose, c'est la démocratie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'incline devant la Constitution. Quand vous allez vous incliner devant la Constitution en ce qui concerne le troisième mandat. Mais c'est clair, non, madame? C'est clair. La Constitution sera respectée. Mais c'est clair, nous avons toujours prôné pour le respect de la Constitution. Et nous allons respecter les élections. Et la Constitution. C'est clair. Du début à la fin. C'est clair. Du premier article au dernier article, nous allons respecter la Constitution. Et c'est ça même mon souhait, c'est les souhaits aussi de tous les acteurs politiques de la majorité. Nous allons respecter la Constitution. Ce sera la dernière question, puisque vous parlez du respect de la Constitution, c'est-à-dire au lendemain du 27 novembre 2016, il y aura un nouveau président, il y aura un nouveau président de la République. Madame, je suis préoccupé par la responsabilité, sinon les responsabilités qui sont les miennes au niveau du parti. J'avais prêté serment de soutenir le président Joseph Kabila pour qu'il accomplisse pour qu'il réalise tout ce qu'il a promis au peuple congolais. Tant qu'il n'a pas encore accompli cela, nous sommes encore dans les quinquennats qu'il a eu à travers les suffrages universels. Je pense personnellement que je continue à les soutenir. Ce qui va arriver après le 26 novembre, ça ne sera pas une décision prise par Serge Kadima. Mais nous vous disons que nous allons respecter la Constitution. Ok. Monsieur Kadima, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous d'avoir été avec nous pendant ce 45 minutes pour cet entretien qui reviendra pour vous demain 7h15, mais également le vendredi à 22h. D'ici là, prenez bien soin de nous et surtout restez avec nous sur B1.